Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je me porte à merveille et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui nous allons amorcer quelque chose de nouveau. La série que nous lançons par ce premier épisode s'intitule Les bases du biz. Je reçois en fait depuis très longtemps, depuis plusieurs années, des messages sur mes réseaux sociaux de personnes qui veulent en apprendre un peu plus sur le business, ou alors des gens que je rencontre à des événements, des conférences ou des formations que je donne et qui ont des questions, qui veulent se cultiver pour comprendre l'entrepreneuriat, parce qu'il faut savoir que entreprendre, ça s'apprend. C'est vrai que la majorité des connaissances s'acquiert après sur le terrain, mais entreprendre, ça s'apprend. Il y a une bonne partie théorique qui peut vous aider. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs rédigé un livre qui s'appelle Apprendre à entreprendre. Alors dans cette série, nous allons voir des concepts. Et pour commencer, on va aujourd'hui démarrer avec la lettre A. A comme actionnaire. Et on va donc voir ensemble ce qu'est un actionnaire, en quoi est-ce que c'est important d'avoir des actionnaires, est-ce que c'est risqué, est-ce que c'est intéressant, etc. Je vous invite donc, avant de démarrer, à vous abonner, cling cling cling, et à activer la cloche de notification. Ça vous permettra donc de ne rien manquer de tous les contenus que je partage sur cette chaîne de façon quotidienne, et de rejoindre une communauté de personnes qui rêvent, qui osent et qui créent. Parce qu'ici on parle de leadership, de business, de mindset, de soft skills, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, la lettre A, A comme actionnaire. Qu'est-ce qu'un actionnaire? Je donne des définitions très simples dans cette série pour que tout le monde puisse comprendre. Un actionnaire, en termes simples, c'est une personne qui possède une partie d'une entreprise. Quand on dit une personne, c'est une personne physique ou une personne morale. C'est-à-dire que ça peut être vous, ça peut être votre oncle, ça peut être le voisin, comme ça peut être une société, une entreprise, au sens juridique, qui a donc des parts, qui possède une partie d'une autre entreprise. Ça existe et ça se fait souvent. D'accord? Lorsqu'un fonds d'investissement, par exemple, prend des parts dans une entreprise, lorsqu'il investit dans une entreprise, on dit qu'il a des parts. Donc ça, c'est une société. Donc, un actionnaire, c'est quelqu'un qui possède une partie d'une entreprise. Pourquoi est-ce qu'une entreprise fait appel à des actionnaires? Pourquoi vous feriez appel à d'autres personnes, à des actionnaires, par exemple? Parce que vous avez besoin de fonds. Quand on veut se développer, soit au début d'une entreprise, dès le départ, on cherche plusieurs personnes, ou alors on a déjà lancé un business, on avance, et à un moment donné, on a besoin d'actionnaires. C'est d'ailleurs ce que moi je recommande. Vous démarrez, vous avancez, ensuite vous allez chercher des actionnaires, donc des gens qui vont apporter du capital, qui vont apporter de l'argent, pour que vous puissiez développer votre business et que l'entreprise puisse continuer à grossir, à grandir dans tous les sens du terme. Donc un actionnaire, c'est ça, c'est quelqu'un qui va amener des fonds. Après, quand on rentre dans des détails plus techniques, ce n'est pas toujours de l'argent. Il y a des actionnaires qui apportent autre chose. Il y a les apports en nature, il y a les apports en industrie, il y a plusieurs types d'apports. Donc ça peut être un actionnaire aussi qui apporte une compétence, d'accord, ou qui apporte du réseau, qui apporte une base de données. Donc quelqu'un qui a quitté une entreprise, par exemple, qui a une entreprise concurrente à la vôtre, qui a une base de données clients, qui a des informations confidentielles, il peut venir et vous proposer de rentrer à l'actionnariat en apportant peut-être un peu d'argent, mais beaucoup d'informations. Et à ce moment-là, il va négocier ses parts en fonction de tout ça. Donc ce n'est pas forcément toujours uniquement de l'argent que l'actionnaire apporte. Ce que l'actionnaire a en plus de ce qu'il apporte, donc enfin en échange, pardon, lorsqu'il apporte de l'argent ou autre chose, il a quoi? Il a des parts. Il a des parts dans votre entreprise. Et ces parts-là, c'est ce qui va lui permettre de gagner de l'argent après. Pour comprendre ça simplement, imaginez un gâteau. Ok? Quand vous êtes seul, tout le gâteau vous appartient. Dès que vous êtes deux, le gâteau est divisé en plusieurs parts. Pas forcément des parts égales. Parce que cette personne a peut-être 10% du capital. Lorsqu'on veut schématiser, expliquer les choses de façon simple, on suppose que le gâteau, par exemple, coûte 1000 francs et quelqu'un qui a apporté 200 francs, il a 20% du capital. Quelqu'un qui a apporté 500 francs, il a 50% du capital. Ça, c'est vraiment l'explication simple, basique. Après, il y a beaucoup de subtilités qui rentrent en jeu par la suite. Mais ça vous permet déjà de comprendre comment ça se passe et à quoi sert l'actionnaire et qu'est-ce qu'il attend en retour. Donc, à partir du moment où l'entreprise va gagner de l'argent, l'actionnaire va gagner de l'argent aussi. Donc, si votre entreprise réalise 10 millions de chiffre d'affaires à la fin de l'année, et qu'elle a sur les 10 millions de chiffre d'affaires, disons qu'elle est, supposons qu'elle ait 20% de marge. Donc, elle a 2 millions, pardon, sur les 10 millions, elle a 2 millions de marge. D'accord? Ces 2 millions-là, elle décide de distribuer cet argent en dividende à ses actionnaires. Elle va peut-être distribuer 1 million
et réinvestir 1 million dans l'activité, parce qu'on ne distribue pas tous les dividendes, enfin tout le bénéfice, n'est-ce pas? Alors 1 million qu'elle veut distribuer à ses actionnaires, si vous avez par exemple 20% de part de capital, à ce moment-là, vous allez toucher 200 000, puisqu'il y a 1 million de distribués et que vous avez 20%. Donc c'est ça le but de l'actionnaire en fait à un moment donné, c'est d'aider une entreprise à grossir pour pouvoir partager avec elle les gains lorsqu'elle devient rentable. Mais il y a des risques. Il y a des risques pour les deux parties. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. Il y a des risques pour l'actionnaire et pour l'entreprise elle-même, donc le promoteur qui allait chercher des actionnaires. Parlons déjà de l'actionnaire. En quoi c'est risqué pour lui d'aller investir son argent dans un projet? Ben, si ça se passe mal et que l'entreprise fait faillite, il perd tout. Ou si l'entreprise, même si elle fait pas faillite, ne gagne pas d'argent, que c'est une entreprise qui a des difficultés pendant de longues années, eh ben l'actionnaire ne gagne pas d'argent. Donc il a investi des fonds, mais il n'en gagne pas. Parce que pour toucher de l'argent, il faut que l'entreprise génère des marges. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien étudier les secteurs dans lesquels on veut investir, il faut connaître les entreprises dans lesquelles on veut investir, etc. Il faut faire ce qu'on appelle de la due diligence, on verra ce terme-là plus tard, mais en gros, c'est vraiment investiguer l'entreprise et le secteur d'activité pour voir si c'est quelque chose de rentable, est-ce que vous prenez le risque ou non. Mais de toute façon, croyez-moi, même si vous faites des études à plusieurs millions de francs CFA, avec les plus gros cabinets qui vous certifient que oui, un business va être rentable ou quoi, ça peut s'avérer en fin de compte, quelque chose de pas rentable. Les plus grandes entreprises au monde, les plus gros cabinets de conseil font des erreurs aussi. On ne peut pas tout prévoir sur le marché. Il y a vraiment des facteurs inattendus. Seulement, l'étude vous permet quand même de minimiser un peu les risques. Donc ça, c'est le risque pour l'investisseur. Il peut tout perdre. Pour l'entreprise, ou donc le promoteur, celui qui a son projet et qui allait chercher des actionnaires, le risque, en fait, c'est de perdre du contrôle. Évidemment, à partir du moment où vous cédez des parts, vous n'êtes plus seul à prendre des décisions. Vous ne pouvez pas vous lever et dire non, je veux qu'on mette du bleu là. Non, si les autres vous disent je veux qu'on mette du jaune, voilà, vous devez prendre en considération l'avis des autres et vous pouvez perdre du contrôle au point de ne plus avoir votre mot à dire. C'est-à-dire que si vous perdez plus de 50% du capital, théoriquement, vous n'avez plus la majorité. D'accord? Donc quelqu'un d'autre vient vous dicter sa loi dans votre entreprise, par exemple. Et là, c'est que vous avez vraiment perdu complètement le contrôle. Mais il y a des mécanismes aussi pour essayer de pondérer ça. C'est beaucoup plus complexe. Je vous explique les choses de façon, on va dire, synthétique. D'accord? Donc il y a ce risque-là pour vous aussi. Si ça se passe mal avec les actionnaires, si vous entendez pas, s'ils prennent le contrôle, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des jeux d'actionnaires qui se passent parfois où, dans une entreprise où il y a 10, 12 personnes qui sont personnes physiques ou morales, hein, qui sont associées, qui sont actionnaires, ben il y en a 7 ou 8 qui vont se liguer contre les autres. Il y a des clans qui se forment. Vous avez dû voir ça dans des films ou même des séries iconiques comme Dallas, d'accord? Où au sein d'une même famille, il y a des clans qui se créent pour après essayer de sauter quelqu'un du conseil d'administration, etc., etc. Mais il y a des risques partout. Et ça n'empêche pas que ce soit quelque chose d'utile. Oui, c'est utile parce que à un moment donné, vous savez, il vaut mieux avoir, comme on dit, moi je dis souvent, hein, 1% de million, c'est mieux que 100% de 1000 francs. 100% de 1000 francs, ça veut dire que vous avez 1000 francs. 1% de 1 million, ça veut dire que vous avez 10 000. Ah. On a du mal à lâcher un petit peu en Afrique francophone surtout, lâcher du lest et se détacher de nos projets. On veut toujours tout avoir, tout contrôler. C'est pas ça qui crée la richesse. Pas toujours. Donc il faut bien étudier les questions pour savoir qu'à un moment donné, il vaut mieux aller chercher du capital pour faire grandir l'entreprise et perdre un peu de part, mais avoir plus de marge, une grosse expansion, plutôt que de vouloir développer les choses tout seul et progresser, mais en restant à un niveau, je veux dire, vraiment peu élevé, quoi. On n'arrive pas à dépasser certaines limites. Mais tout dépend de ce que vous recherchez dans la vie. Il y a des gens qui préfèrent avoir une entreprise de taille, comme on dit, familiale, ou une petite entreprise et la gérer, et qui n'ont pas envie d'avoir une grosse entreprise parce que ça implique aussi beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress. Donc ce n'est pas mauvais de vouloir rester seul dans sa boîte. Ça dépend de ce que vous recherchez. Vous devez vous connaître et savoir quelles sont vos aspirations. Ok, c'est très important. Donc, si vous avez une usine de bonbons, par exemple, et que vous en vendez, je sais pas combien de tonnes, allez, 10 tonnes par an, et que ça fonctionne déjà bien, vous n'avez pas envie d'aller au-delà, de vous tracasser, de gérer les actionnaires, de gérer ceci, de gérer cela, d'avoir trop de pression, de recruter plus de monde, de gérer donc plus de capital humain, vous voulez rester à ce stade, vous restez à ce stade. Si à un moment donné, vous voulez rester seul, mais aller faire des prêts bancaires, vous pouvez le faire aussi. Vous êtes en mesure, si vous êtes en mesure de rembourser, ou si l'activité permet de le rembourser. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, et là vous vous dites, non,
Ce qu'il me faut, c'est pas un prêt, il me faut des actionnaires, des associés. Je vais aller chercher 100 millions, 200 millions, 500 millions, 1 milliard. Là, vous ouvrez le capital. C'est ce qu'on appelle ouvrir le capital et les actionnaires vont venir s'ils sont intéressés donc pour injecter de l'argent et avoir en échange donc un pourcentage des parts de votre business. Voilà comment ça se passe. Et ça m'amène à parler des grands patrons pour vous expliquer qu'en fait, si vous voulez grossir et atteindre des tailles critiques, vous serez obligé d'ouvrir votre capital. Petit chiffre rapidement. Ok? Bill Gates, fondateur de Microsoft, possède 1,3% de Microsoft. Vous avez bien entendu. C'est-à-dire qu'il a quitté ses fonctions managériales au sein de Microsoft en 2020, il ne possédait plus que 1,3% de l'entreprise qu'il a créée lui-même. J'ai dit 1,3%. Jack Ma, fondateur d'Alibaba, possédait, je crois il y a un an encore, 3,9% de son entreprise qu'il a créée lui-même. Mark Zuckerberg, possède 13%, 13,4% de Meta. Meta, c'est la boîte qui possède, qui détient Facebook, Instagram, WhatsApp et tout ça. Ok? Bernard Arnault, donc le français qui possède LVMH, toutes les grosses marques de luxe dans la mode, la joaillerie, les liqueurs, etc., qui a été désigné l'homme le plus riche du monde l'année dernière, même c'était en début de cette année, je pense, hein, donc qui se dispute la première place de la première fortune mondiale avec Elon Musk tout le temps. Il possède 50% de sa boîte. Lui, c'est un cas exceptionnel. Sinon, les autres, vous avez bien vu. Hein. Elon Musk possède 13% de Tesla. Vous comprenez un peu. Donc, hormis quelqu'un comme Bernard Arnault, qui possède la moitié environ de son empire, tous les autres, pour atteindre les tailles et les niveaux qu'ils ont pu atteindre, ont dû se diluer, c'est-à-dire vendre des parts. Donc, au début, ils ont vendu 10%. Ils ont levé X milliards. Quelques années après, il fallait encore 100, 200, 300 milliards pour développer l'entreprise. Ils ont vendu à nouveau peut-être 20%. Donc de 100%, ils étaient passés à 90%. Ensuite, ils possédaient maintenant 70%. Puis, un jour, ils ont vendu 40% de l'entreprise. Et là, ils se sont retrouvés de 60% à 20%. Tout ça contre de l'argent, de l'investissement, des apports que les gens font dans l'entreprise. Et c'est ça qui permet aux boîtes de grossir. Et si vous voulez pas perdre le contrôle, vous devez donc rédiger un pacte d'associés. C'est un autre concept dont on parlera aussi, mais brièvement, c'est un document qui est un peu comme un contrat de mariage et qui régule les relations entre les associés. C'est le document dans lequel on va consigner un peu tout. C'est-à-dire, si un actionnaire veut quitter le navire, est-ce qu'il doit d'abord proposer aux actionnaires de la boîte ses parts ou est-ce qu'il peut proposer à n'importe qui à partir de combien de temps est-ce que les dividendes devraient être distribués? Est-ce qu'on peut décider de faire des prêts à l'entreprise lorsque les dividendes nous sont versés ou non? Bref, le pacte d'associés, c'est quelque chose de complet, de complexe et c'est nécessaire. Ça permet d'éviter ou de limiter en tout cas les problèmes entre associés, d'accord? Et de prévoir les différents cas de figure. Et lorsqu'un pacte d'associés est bien rédigé, vous pouvez garder le contrôle. Exemple, Mark Zuckerberg qui possède 13% de sa boîte, de Meta, il a quand même 61% de vote, c'est-à-dire que il est complètement minoritaire en termes de possession de l'entreprise. Mais lorsqu'il faut prendre des décisions, il a toujours 61%. C'est-à-dire que sa voix compte pour 61%. Donc, il est majoritaire. Donc, tant qu'il dira non, pour une décision, ce sera non. Et ça, c'est à travers des mécanismes que ça se fait. Bien que sa part soit à 13%, sa voix compte pour 61% pour les décisions. Et là, vous avez besoin d'un juriste pour rédiger au fur et à mesure que la boîte grossit des pactes d'associés, des documents qui vous protègent. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans ce premier numéro. Comme je vous ai dit, ce sera toute une série qui va nous permettre d'aborder les bases du business. D'accord? Et on va y aller, on va dire, par ordre alphabétique. Je trouve ça amusant. Donc j'ai commencé par la lettre A. On a parlé des actionnaires. On a vu ce que c'est. On va faire les lettres B, C, D, etc. Quand on va arriver à Q, W, Z, tout ça, ça va être compliqué. Hein. On verra, on va s'en sortir. Et quand on aura fini l'alphabet, ben on va recommencer. Il y a plein de concepts comme ça. C'est important d'avoir une vraie culture entrepreneuriale. Et c'est à ça que sert cette chaîne aussi. Ça sert à faire de l'éducation entrepreneuriale. Et ça permet de faire croître nos connaissances, et notre culture. Voilà. Donc j'espère que ce sera utile pour vous. Partagez cette vidéo. Je suis sûr que ce sera utile pour d'autres personnes également. Mettez un like.
ça fait grossir la communauté. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez en commentaire vos avis concernant justement les actionnaires, l'actionnariat, est-ce qu'il faut s'associer, est-ce qu'il faut pas s'associer, nanani nanana. Mettez vos commentaires, je réponds à tous les commentaires, ça permet vraiment de faire vivre la communauté et de s'apporter mutuellement de la connaissance et des avis. Voilà. Et en attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'en apprendre plus sur le business, je laisse dans la description un lien pour acquérir mon livre Apprendre à entreprendre, qui est destiné aux jeunes, c'est vrai, mais on a des lecteurs jusqu'à 40 ans, croyez-moi, qui sont surpris par tout ce qu'ils arrivent à apprendre dans ce bouquin-là. Il est disponible dans plusieurs pays, le lien en description. Il y a également des liens pour booker des séances de coaching avec moi, par exemple, ou vous former sur la plateforme de e-learning academyrock.com dans différents domaines. Voilà. À très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.